Bienvenue, chers auditeurs, dans une nouvelle énigme de Miss Marple. Dites-nous, d'où nous écoutez-vous aujourd'hui? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez un petit commentaire. Nous adorons lire vos messages, chers passionnés de mystère. Installez-vous confortablement et commençons notre histoire. Miss Marple avait toujours pensé que les jardins en disaient bien plus sur la nature humaine que la plupart des gens ne voulaient l'admettre. Ce matin-là, la rosée s'accrochait encore aux pétales de ses roses, tandis qu'elle coupait une fleur fanée avec une précision méticuleuse. Les oiseaux pépiaient avec application, comme s'ils lisaient un cantique bien répété. Florence, sa gouvernante de longue date, arriva au portail du jardin, avec un journal plié dans une main et un regard complice dans l'autre. « Madame Lavinia Fullerton prépare encore un de ses thés dans le jardin, madame, » annonça-t-elle, en tendant le journal. Miss Marple esquissa un léger sourire, replaçant une mèche de cheveux blancs sous son chapeau de paille. « Comme c'est charmant. Un jardin rempli de sandwichs aux concombres et d'hostilités feutrées. » Florence rit doucement. Elle sait remuer la théière, ou les ennuis, mieux que personne. « C'est certain, » répondit Miss Marple. « Et on apprend toujours quelque chose, rarement ce qu'on attend. Le village de Nethercompton était calme ces derniers temps, trop calme, pensait Miss Marple. Et elle savait que le silence cachait souvent des eaux troubles. Les roses allaient fleurir, bien sûr. Elle le faisait toujours, mais jamais sans épines. Et dans l'expérience de Miss Marple, là où les épines piquent, quelqu'un finit par saigner. L'enveloppe était épaisse, couleur crème, scellée d'un monogramme en F. Miss Marple l'ouvrit avec son coupe-papier en argent, notant le léger parfum de lavande, masqué par quelque chose de plus artificiel, comme un parfum tentant de dissimuler l'odeur du vinaigre. « Thé à 14 heures, » murmura-t-elle à haute voix. « Garden party chez Lavinia Fullerton, suivi de rafraîchissements légers et d'un divertissement musical. » Elle replia lentement la carte, les yeux légèrement plissés. Les réceptions de Madame Fullerton avaient rarement lieu sans raison. À Nethercompton, les événements mondains étaient souvent des occasions de lancer des menaces voilées, de nouer des alliances stratégiques ou de faire des déclarations publiques enveloppées de dentelles et de gâteaux au citron. « Elle ne reçoit jamais sans un but précis, » murmura Miss Marple. Florence leva les yeux de son service à thé qu'elle astiquait. « Vous irez, bien sûr. »« Oh oui, » dit Miss Marple avec une lueur curieuse dans le regard. « On apprend plus en 1 heure de compagnie polie qu'en 1 mois d'interrogatoire de police. » Le jardin était manucuré à la perfection, avec des pivoines roses rangées comme des soldats obéissants le long des allées de gravier. Des plateaux en argent scintillants au soleil et les verres en cristal teintés, remplis de cordial au gingembre à mesure que les invités arrivaient. Miss Marple arriva à l'heure, saluant les visages familiers d'un hochement de tête chaleureux et d'une curiosité discrète, les suspects habituels, comme dirait Florence. Il y avait Edmund Fullerton, le beau-fils de Lavinia, un homme maigre, nerveux, dont les doigts s'agitaient d'impatience, avec des cernes profonds sous les yeux. Près des pivoines se tenait Vera Calthorpe, autrefois dame de compagnie de Lavinia, désormais assise raide comme un piquet, une tasse de thé délicatement posée entre ses doigts. Ses yeux bougeaient trop pour quelqu'un qui voulait passer inaperçu. Le docteur Howard Green, le médecin du village, se tenait près de la table, souriant poliment, mais s'épongeant le front plus que le temps ne le justifiait. Béatrice Langley, une vieille amie de Lavinia de ses années coloniales, portait un large chapeau et affichait l'expression de quelqu'un qui en sait long
mais n'en dira rien. Et enfin, le révérend Phelps, modeste et doux, distribuait bénédictions et biscuits à parts égales, mais jetait des regards furtifs vers Lavinia à chaque fois qu'elle riait trop fort. C'était un rassemblement de chœurs dissonants et d'histoires soigneusement enfouies. Lavinia Fullerton se tenait devant ses invités comme une actrice sur scène, attendant les applaudissements. Drapée de soie mauve, ornée de sa célèbre broche, en forme de serpent, enroulée autour d'une améthyste, elle leva son verre et s'éclaircit la voix. « Je vous remercie tous d'être venus », commença-t-elle avec un charme théâtral. « Et j'espère que vous appréciez le thé, même si certains le trouveront un peu difficile à avaler. » Un rire nerveux parcourut l'assemblée. « J'ai décidé, » poursuivit-elle, « de revoir mon testament. Il faut être pratique, après tout, et j'ai beaucoup appris sur la loyauté cette année. » Miss Marple observe en silence les regards échangés autour de la table. Edmond se tortilla sur sa chaise. Vera pâlit. Le docteur Green laissa tomber un biscuit sur son assiette. « Tout le monde ne mérite pas ce à quoi il s'attend, » ajouta Lavinia d'un ton mielleux et venimeux. « Et les secrets, mes chers amis, ont tendance à refaire surface, surtout lorsqu'on s'y attend le moins. » L'atmosphère changea du tout au tout. Les conversations s'interrompirent, et un silence pesant s'abattit sur les invités, tel l'air immobile avant un orage d'été. Miss Marple but une gorgée de thé, ses yeux passant calmement de visage en visage. Lavinia venait de charger l'arme. La seule question était « Qui appuierait sur la gâchette ?» Cela se produisit si rapidement que plus tard, personne ne put s'accorder sur le moment exact. Au milieu d'une phrase, Lavinia tendit la main vers une deuxième tranche de Battenberg, puis son corps fut secoué violemment. Sa tasse de thé tomba au sol, éclatant comme du verre sur de la pierre. Elle porte la main à sa gorge, les yeux écarquillés de terreur et d'incompréhension. « Mon cœur » haleta-t-elle, titubant, sa robe mauve oscillant comme une cloche fêlée. Puis elle s'effondra sur la pelouse, s'affaissant avec une grâce étrange, comme si elle saluait un rideau invisible. Pendant un long instant, personne ne bougea. Un rouge-gorge chanta depuis la haie, indifférente au tableau figé en dessous. Le docteur Green fut le premier à réagir. Il se précipita, s'agenouilla auprès de Lavinia et lui prit le pouls. Son visage, déjà pâle, devint livide. « Elle est partie, » dit-il d'un ton plat. « Morte. » Des halètements s'élevèrent parmi les invités. Vera laissa tomber sa tasse de thé. Béatrice détourna le visage, impassible sous son chapeau. Miss Marple, elle, ne sursauta pas, ni ne céda à la panique. Elle posa simplement sa propre tasse sur la table et la contempla pensivement. « Pauvre Lavinia » murmura-t-elle, « tant d'amertume et rien de digéré. » Et dans le silence qui suivit, elle se mit à réfléchir, non pas au chagrin, mais au schéma, aux regards échangés, aux cuillères à thé. Alors que les invités se regroupaient, hébétés, et qu'on envoyait chercher l'inspecteur Cray au village, Miss Marple resta légèrement à l'écart, ses yeux bleu pâle scrutant la scène avec une précision délicate. Ce n'était ni la chute dramatique, ni l'expression sur le visage de Lavinia qui avait retenu son attention, mais plutôt un moment fugace, apparemment anodin, qui l'avait précédé. Vera Calthorpe, quelques instants avant que le thé ne soit servi, avait laissé tomber sa cuillère sur l'herbe. Un petit cri étouffé, des excuses murmurées. Elle s'était penchée pour la ramasser, mais avait tendu la main vers le plateau et en avait pris une autre. Miss Marple s'en souvenait à présent, avec une clarté cristalline, un geste minuscule, maîtrisé, du genre que la plupart auraient ignoré, mais pas Jane Marple.
Elle se rappelait aussi ce bref éclair dans le regard de Vera, non pas de la surprise, mais une forme de calcul. Bien sûr, cela ne voulait peut-être rien dire, une simple erreur, un geste banal. Mais d'après l'expérience de Miss Marple, ce n'étaient jamais les grandes déclarations qui révélaient la vérité. C'étaient les petits gestes, les choix silencieux, les cuillères à thé. Et quelque part, sous les roses, les ragots et le Battenberg, une histoire commençait à éclore. L'inspecteur Cray arriva avec l'efficacité brusque d'un homme qui avait vu trop de cadavres et trop peu d'explications. Sa moustache frémit, tandis qu'il observait la scène délicate du jardin, désormais assombrie par l'incongruité de la mort. Les tasses de thé éparpillées, un parasol renversé, et le corps, inerte de Lavinia Fullerton, troublait la sérénité ordonnée de l'après-midi. « Thé en cyanure », murmura-t-il, après un rapide examen de la tasse brisée et de l'odeur amère qui s'accrochait aux éclats. Classique, inimitable. Il faudra confirmer au laboratoire, mais cette odeur ne trompe pas. Il se tourna vers les invités, désormais assis en silence autour du jardin. « Personne ne doit quitter les lieux », annonça-t-il. « Il s'agit désormais d'une enquête criminelle. » Miss Marple demeura légèrement en retrait, les mains jointes avec douceur devant elle. Elle observait l'inspecteur attentivement, sans méchanceté, mais avec cette curiosité détachée que l'on pourrait réserver à un jeune parent, tentant de résoudre une grille de mots croisés. L'inspecteur Cray commença son interrogatoire par la femme de ménage, Madame Rudge, avant de s'adresser à Edmund Fullerton, dont les joues rougies et le pied tapotant trahissaient plus que le simple chagrin. Miss Marple, silencieuse et discrète, s'assit avec une nouvelle tasse de thé, non sucrée cette fois, et écouta, pendant que l'inspecteur passait d'un invité à l'autre avec une rigueur méthodique. Miss Marple choisit une approche plus douce. Elle commença par Madame Rudge, lui tendant un mouchoir en lin repassé et quelques mots de réconfort. « C'est toujours le plus dur lorsqu'on a servi fidèlement pendant de longues années, » murmura-t-elle en observant les mains tremblantes de la domestique. « Vous deviez connaître Madame Fullerton mieux que quiconque. » Madame Rudge renifla. Elle était particulière, Mademoiselle Marple, bien arrêtée dans ses idées, mais généreuse à sa manière. Miss Marple hocha la tête avec compassion. « Et le thé d'aujourd'hui, l'a-t-elle préparé elle-même ?»« Non, mademoiselle, j'ai disposé le plateau, mais les invités se sont servis. C'est comme ça qu'elle préférait. »« Ah, et les cuillères ?» Madame Rudge hésita, en métal argenté, celle du bon service. Elles sont toujours astiquées juste avant une réception. Miss Marple lui tapota doucement la main. « Merci, ma chère. » Elle alla ensuite murmurer ses condoléances au révérend Phelps et s'enquit doucement de son dernier sermon. Puis au docteur Green, qu'elle remercia pour ses efforts pour sauver Madame Fullerton, tout en notant que son regard s'attardait un peu trop sur Vera. Tout au long de la réception, Miss Marple resta l'image même de la bienséance. Mais derrière ses yeux bleus paisibles, les déductions prenaient forme. Elle avait appris depuis longtemps que le deuil pouvait être sincère tout en dissimulant la culpabilité. Edmund Fullerton s'était écarté du groupe, fumant une cigarette avec le calme exagéré d'un homme qui lutte contre le tremblement. L'inspecteur Cray s'approcha de lui avec détermination. « Vous vous êtes disputé avec votre belle-mère hier, monsieur Fullerton, » commença-t-il. Edmund expira lentement. « Oui, elle m'a dit qu'elle allait modifier son testament, m'en exclure. »« Pourquoi ? » ?»« Elle n'approuvait pas mon mode de vie, » marmonna Edmund, « surtout mes dettes. J'ai pris de mauvaises décisions, je l'admets.
Mais je n'aurais jamais. Vous aviez intérêt à ce qu'elle meure avant de changer son testament, l'interrompit Cray. La mâchoire d'Edmond se crispa. Je l'aimais. Elle m'a élevé, malgré tout, mais elle pouvait être cruelle. Depuis son point d'observation, sous le lilas, Miss Marple observait les poings serrés d'Edmond et la façon dont il fuyait tous les regards. Il avait un mobile, certes, l'opportunité aussi. Il s'était servi du thé comme les autres. Mais Miss Marple connaissait bien les jeunes hommes comme Edmond, imprudents, oui, faibles, sans doute. Mais le poison exigeait autre chose, de la préparation, une froide détermination, et surtout du sang-froid. Elle doutait qu'Edmond possède ces qualités en quantité suffisante pour un tel crime. Non, il aurait commis une erreur. Les instincts de Miss Marple lui soufflaient que l'auteur était quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus discret, plus réfléchi. Elle prit néanmoins note, dispute avec Lavinia, mobile financier, nervosité, pas coupable, du moins, pas encore, mais pas innocente non plus. Vera Calthorpe s'était réfugiée sur un banc près de la tonnelle, couverte de roses, les mains crispées sur ses genoux. Elle fixait la pelouse où Lavinia s'était effondrée, le visage pâle, les lèvres serrées, en une ligne fine et contrôlée. Miss Marple s'approcha lentement. « Puis-je m'asseoir près de vous, ma chère ?» Vera hocha la tête sans un mot, le regard figé droit devant elle. « Je suis désolée, » dit Miss Marple d'une voix douce. « Vous devez être bouleversée. Vous étiez très proche, à ce que j'ai compris. » « Nous l'étions, » répondit Vera, d'une voix tendue. « Je me suis occupé d'elle après sa chute, il y a 2 hivers. » Nous sommes éloignés après cela. C'est ce qu'on m'a dit. Vous avez quitté son service assez brusquement, n'est-ce pas? Les yeux de Vera glissèrent brièvement vers Miss Marple. C'était compliqué. Bien sûr, répondit Miss Marple sans insister. Ces situations le sont souvent. Elle laissa le silence s'installer. Vera baissa les yeux vers ses gants, jouant avec les coutures. Elle avait changé, murmura Vera. Après l'accident, elle est devenue méfiante, m'a accusé de choses. J'ai pensé qu'il valait mieux partir. Et vous êtes venue aujourd'hui par devoir? Vera hocha brièvement la tête. Elle m'avait invité. Je ne pouvais pas refuser. Miss Marple lui adressa un sourire bienveillant. Vous avez été très digne dans les circonstances. Mais intérieurement, ses pensées s'agitaient. Le chagrin de Vera semblait sincère, mais verrouillé. Miss Marple savait que certaines femmes, lorsqu'elles sont acculées, pleurent. D'autres préparent. Le docteur Green se tenait près du kiosque, les bras croisés contre sa poitrine, la mâchoire serrée dans une expression de malaise professionnel. Il répondait aux questions de l'inspecteur Cray avec une efficacité sèche, mais son regard fuyait constamment, comme s'il évitait quelque chose ou quelqu'un. Miss Marple s'approcha avec le pas feutré d'une dame qui savait interrompre sans déranger. « Vous avez fait tout ce que vous pouviez, docteur, » dit-elle doucement. « Personne n'aurait pu prévoir un tel drame. » Il hocha la tête un peu trop vite. Le cyanure agit vite. Je n'aurais rien pu faire. Vous avez réagi promptement. Vous avez pris son pouls presque aussitôt. J'ai vu assez de cas pour reconnaître quand c'est trop tard, répondit-il en jetant un regard vers l'endroit désormais vide sur la pelouse. Il faudra attendre le médecin légiste. Miss Marple l'observa attentivement. Ses mains étaient instables, mais sa respiration l'était moins. Ce n'était pas de la peur, pensa-t-elle. C'était plus proche du soulagement. Un choc pour nous tous, dit-elle, et pourtant vous semblez soulagé. Le docteur Green hésita, puis esquissa un sourire crispé. Madame Fullerton n'était pas une femme facile.
Beaucoup la regretteront, d'autres, moins. Miss Marple pencha légèrement la tête. Ce n'était pas du chagrin, c'était le soupir d'un homme libéré d'un fardeau. Béatrice Langlais s'était installée à côté d'un massif d'hortensias, à moitié dissimulé par son large chapeau et une retenue presque défensive. Lorsque Miss Marple s'approcha, elle ne sourit pas. « Je suppose que vous allez me demander si je l'ai tué, » dit-elle. Miss Marple eut un léger rire. « Allons donc, je n'ai aucun droit de poser ce genre de questions. Je me demandais simplement depuis combien de temps vous connaissiez Madame Fullerton. » Béatrice soupira. « Depuis Calcutta, 1923. Lavinia venait de se marier. Moi, je me remettais d'un arrangement malheureux. »« Ah, » dit Miss Marple, « les colonies partant étaient pleines de ce genre d'arrangement. » Elle se souvenait de tout, poursuivit Béatrice, sa voix se durcissant. Et elle n'avait aucun scrupule à ressortir certains souvenirs, au moment le moins opportun. Miss Marple hocha la tête, songeuse. Cela peut rendre une amitié délicate. Ce n'était pas une amie, répondit Béatrice, les lèvres pincées. Pas vraiment. Ce qui nous liait, c'était le passé, pas l'affection. Elle a prononcé quelques paroles assez provocantes avant sa mort. Les yeux de Béatrice s'illuminèrent d'un éclat vif. C'était sa façon d'être. Elle aimait garder des secrets, pour mieux les brandir. Miss Marple observe la tension dans la posture de la vieille dame, le dos droit, la main crispée. Pas nécessairement de la culpabilité, mais de la peur. Peur d'être démasquée. Et la peur, elle le savait, était souvent un moteur redoutable. Le révérend Phelps se tenait seul près de la haie, les mains jointes, comme en prière silencieuse. Lorsque Miss Marple s'approcha, il la salua d'un hochement de tête poli, mais évita son regard. « Une après-midi tragique, » dit-il à voix basse. Madame Fullerton était complexe, en effet, acquiesça Miss Marple, bien qu'elle assistait régulièrement à vos sermons, n'est-ce pas? Le pasteur hésita. Oui, mais non sans faire des remarques ensuite. Miss Marple sourit. De la critique constructive? Pas toujours constructive, marmonna-t-il. Elle laissa le silence s'installer. Un jour, j'ai refusé sa demande, ajouta-t-il après un temps. Elle voulait que je retire un certain verset d'une lecture. Elle disait que cela lui rappelait trop de choses. Comme c'est curieux. Elle n'aimait pas les rappels. Miss Marple hocha doucement la tête. Le révérend était clairement troublé, mais par la culpabilité ou autre chose, elle ne pouvait encore le dire. Parfois, et les confessions les plus sincères se glissaient entre deux versets, ou dans le silence. Ce n'est que lorsque les invités commencèrent à se disperser, et que le jardin se vida peu à peu, que Miss Marple revint à un détail fugace qui la tracassait depuis le début. Au moment où le thé avait été servi, Madame Rudge avait trébuché sur une pierre mal placée, et le plateau, élégant et argenté, certes, avait vacillé. Plusieurs tasses avaient tremblé. L'une d'elles avait même débordé légèrement sur la nappe. L'incident avait été, sur le moment, écarté avec quelques rires polis, et les invités avaient aidé à remettre les tasses et les cuillères en ordre avant de reprendre leur thé. Mais à présent, le souvenir revenait à Miss Marple avec une clarté renouvelée. Si les tasses avaient été mélangées, si un seul invité avait échangé sa tasse ou pris une autre cuillère, la victime visée n'était peut-être pas Lavinia. Ou bien au contraire, quelqu'un avait pu s'assurer que Lavinia reçoive précisément l'objet prévu. Les pensées de Miss Marple revinrent à la cuillère, tombée par Vera. Celle qu'elle avait prise en remplacement venait du plateau. Mais si c'était la cuillère, et non le thé, qui avait été trafiqué?
Elle prit une note dans son petit carnet, discrètement dissimulée dans son sac à main. Les poisons exigeaient de la précision. S'il y avait eu confusion, alors soit le meurtre avait été d'une imprudence folle, soit d'une intelligence remarquable. Et Jane Marple avait rarement connu l'intelligence sans conséquence. Le lendemain matin, tandis que l'inspecteur Cray discutait avec le médecin légiste, une certaine agitation agita la maison de feu Madame Fullerton. Madame Rudge, rouge de colère et de surprise, avait surpris Edmond Fullerton dans le salon, plus précisément au bureau de Lavinia, resté fermé à clé depuis sa mort. « Vous n'avez pas le droit, monsieur, » s'écria-t-elle. « La police n'a pas encore inspecté ses affaires. » Edmond se redressa lentement, la culpabilité visible sur son visage comme le papier froissé dans sa main. « Je cherchais quelque chose de personnel, » murmura-t-il, sans grande conviction. L'inspecteur Cray apparut quelques instants plus tard et exigea une explication. Edmond, acculé, déplia un document déchiré, ce qu'il restait d'un ancien testament, daté d'il y a 6 mois. « Elle l'a modifié la semaine dernière, » dit Edmond avec amertume. « Elle me l'a dit elle-même. Je voulais juste savoir si elle le pensait vraiment. » « Et si c'était le cas ?» demanda l'inspecteur. « Je ne sais pas, » répondit Edmond avec un calme forcé. Elle menaçait de tout léguer à une association pour gouvernantes retraitées. Elle disait que j'étais une déception. Miss Marple, assise paisiblement près du feu du salon, ne dit rien, mais observa attentivement Edmond. Sa panique, son intrusion, son sentiment de légitimité, rien de tout cela ne correspondait à l'esprit froid et méthodique d'un meurtrier calculateur. Mais le désespoir pouvait être tout aussi dangereux. Cependant, pensa-t-elle, fouiller le testament d'une femme décédée n'était pas forcément malveillant. C'était simplement profondément humain. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Cray se rendit discrètement au cabinet du docteur Green. Une fouille minutieuse permit de trouver plusieurs dossiers médicaux, une bibliothèque poussiéreuse de pharmacopée et surtout un petit flacon de cyanure de potassium rangé sous clé dans un placard en hauteur. Le docteur Green se montra impassible en tendant la clé. « Nous le conservons pour les tests de laboratoire et les composés rares, » expliqua-t-il. « C'est consigné, et le placard n'est jamais laissé ouvert. »« Mais vous y aviez accès ?» insista Cray. « Bien sûr, » répondit-il. « Mais cela ne fait pas de moi un meurtrier. » Miss Marple, qui les avait rejoints, avec une petite toux et une demande de thé, sirota poliment, avant de remarquer « Les empoisonneurs sont souvent très pratiques, d'après mon expérience. Ils ne font pas apparaître leurs outils par magie. » Le docteur Green eut un sourire sec. « Eh bien, je vous assure, Miss Marple, que si j'avais voulu tuer Lavinia Fullerton, je ne l'aurais pas fait devant la moitié du village. » Miss Marple incline la tête. « Justement. Et pourtant, pensa-t-elle, l'accès reste l'accès. La présence de poison dans le cabinet d'un médecin respectable pouvait être parfaitement légitime. Mais les crimes sont souvent commis par ceux qui ont de bonnes raisons d'être proches de choses dangereuses. Dans les villages, les rumeurs voyagent vite, et encore plus vite lorsqu'un soupçon flotte dans l'air. Ce fut Madame Pévril, la postière, qui arrêta Miss Marple devant la boulangerie le lendemain matin, baissant la voix, comme si elle partageait un potin, plutôt qu'une possible preuve. « Vous ne le tenez pas de moi, » commença-t-elle, « mais on a vu mademoiselle Vera brûler des papiers dans sa cheminée, très tard dans la nuit. Des vieilles lettres, à ce qu'il paraît. » Les sourcils de Miss Marple se haussèrent doucement. « Comme c'est intéressant. » Elle se rendit plus tard, dans l'après-midi, au cottage de Vera, sous prétexte de rapporter un gant égaré.
L'air à l'intérieur sentait légèrement la lavande et le papier brûlé. « C'est très aimable à vous, » dit Vera d'un ton raide, en acceptant le gant. Ses mains tremblaient légèrement. « J'espère que vous vous reposez un peu, » dit Miss Marple. « Quelle épreuve terrible !» Vera hocha la tête. « J'essaie de rester occupée. » Le regard de Miss Marple s'attarda un instant sur la cheminée, où subsistaient des cendres grises au bord de la grille. « Parfois, » dit-elle doucement, « on brûle le passé pour l'empêcher de ressurgir. » Le sourire de Vera vacilla. Certaines choses méritent d'être oubliées. « Sans doute, » répondit Miss Marple, bien que les lettres n'aient souvent le don de survivre à nos intentions. Elle prit congé avec une politesse parfaite, mais son esprit était déjà en mouvement. Les lettres, surtout lorsqu'on les détruit, sont rarement insignifiantes. Elles sont souvent ce qui reste quand les mots et la confiance ont disparu. Madame Rudge, fidèle jusqu'au bout aux habitudes de sa défunte maîtresse, avait gardé le garde-manger de Lavinia avec la minutie d'un sacristain. C'est elle qui signala la boîte. « Ce n'est pas la même marque que d'habitude, » dit-elle, en soulevant le contenant avec une moue. « Lady Grey, c'est écrit, mais Madame Fullerton préférait le Darjeeling. » Miss Marple prit délicatement la boîte, notant une légère odeur chimique sous le parfum de bergamote. L'inspecteur Cray la fit analyser. Le rapport fut rapide. Trace de cyanure, trop faible pour être mortelle. « Nous ne l'avons jamais utilisé, » insista Madame Rudge. « C'est ça qui est étrange. Je ne l'avais même jamais vu avant aujourd'hui. Je l'ai trouvé tout au fond de l'étagère. »« Quelqu'un aurait-il pu le placer là, récemment ?» demanda Cray. Elle cligna des yeux. « C'est possible. Mais qui ferait une chose pareille ?» Miss Marple fit courir ses doigts sur la surface lisse de la boîte. L'étiquette était neuve, les bords nets, le sceau récemment brisé. Une diversion, pensa-t-elle, ou une distraction. Quelqu'un voulait qu'on trouve le poison, mais qu'on ne puisse pas en retrouver la source. C'était une ruse habile, juste assez pour semer le doute, pas assez pour condamner. Et d'après sa longue expérience, Miss Marple savait. Les faux semblants crient le plus fort, juste avant que la vérité n'émerge. Madame Rudge n'était pas du genre à colporter des ragots, ce qui faisait précisément d'elle, aux yeux de Miss Marple, l'une des sources d'informations les plus fiables de Nethercompton. Ce fut au cours d'une conversation de l'après-midi, autour de tasses de thé et de serviettes en dentelle, que la domestique, un peu distraitement, laissa échapper quelque chose. « C'est curieux, mademoiselle, » dit-elle en remuant lentement son thé. « Mademoiselle Vera venait presque tous les jours, vous savez. Et puis, eh bien, plus depuis cette histoire désagréable. » Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Histoire désagréable. » Madame Rudge pinça les lèvres. « Oh, je ne devrais pas parler. » Miss Marple lui sourit avec douceur. « Bien sûr que non, ma chère. Mais parfois, il faut retourner un tissu pour en lisser les plis. » Madame Rudge soupira. Il y avait un homme. Il venait de temps à autre, un ami de M. Edmond, je crois. Madame Lavinia n'aimait pas ça. Elle pensait que Mademoiselle Vera se conduisait de manière inconvenante. Était-il marié? Oh oui, c'est bien là tout le problème. Madame Lavinia a fait un scandale. Elle a dit à Vera qu'elle ruinerait sa réputation si cela se reproduisait. Miss Marple hocha lentement la tête. Une dame de compagnie disgraciée, un visiteur indésirable, et la menace d'un scandale, des mobiles puissants, même après plusieurs années. Les vieilles blessures ne deviennent pas toujours des cicatrices. Parfois, elles s'infectent lentement, poliment dissimulées sous des gants et des bonnes manières, jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus l'être. La mémoire collective du village
était longue et sélectivement vive, surtout pour les récits murmurés entre deux haies. Et à Nethercompton, peu d'histoires avaient voyagé plus loin, ou plus discrètement, que celle entourant les années indiennes de Béatrice Langley. Miss Marple l'apprit en achetant du lemon kurde chez Madame Frobisher, qui se pencha vers elle avec un air de confidence. « Vous savez ce qu'on dit sur Mademoiselle Langley, n'est-ce pas? J'essaie de ne pas écouter, mais les gens sont insistants. » répondit Miss Marple avec un fin sourire. On dit qu'elle a été mêlée à un scandale, à l'époque où elle était dame de compagnie dans une grande famille de Calcutta. Une servante, une jeune fille native, a été retrouvée morte, empoisonnée. Rien n'a jamais été prouvé, bien sûr. « Quelle horreur !» dit Miss Marple d'une voix douce. Et Madame Fullerton était au courant. « Oh, tous ceux qui ont servi dans les colonies ont entendu parler de cette histoire, » répondit Madame Frobisher. Mais Lavinia était du genre à garder ce genre de choses sous le coude, jusqu'à ce qu'elles deviennent utiles. Miss Marple réfléchit en silence. Une mort par empoisonnement. Un scandale étouffé depuis longtemps, et une femme dont l'amitié avec Lavinia reposait non sur l'affection, mais sur le savoir mutuel, et peut-être le chantage. Elle avait déjà vu cela, le passé, longtemps endormi, qui refait surface, non pas avec fracas, mais avec un murmure, juste assez fort pour tuer. C'est dans le bureau de Lavinia, enfoui sous une pile de découpage de mots croisés et de reçus ménagés, que Miss Marple le trouva, un fragment de papier crème déchiré, aux bords irréguliers comme arrachés dans la précipitation ou l'émotion. Il ne restait que quelques lignes, mais elles suffisaient. « Jamais cru que tu l'utiliserais contre moi. La trahison est impardonnable. Tu ne me laisses pas le choix. » Aucune formule d'appel, aucune signature, mais l'écriture était soignée, arrondie, probablement féminine, ou celle d'un homme cultivé. L'encre d'un violet pâle trahissait un style aujourd'hui rare. Miss Marple relut le fragment 2 fois, puis le posa à côté de sa tasse. L'inspecteur Cray le balaya d'un revers de main. Ça peut venir de n'importe qui, une querelle de famille, des menaces en l'air. Les menaces ne sont jamais en l'air quand elles viennent de quelqu'un qui se sait acculé, répondit Miss Marple d'un ton calme. La lettre parlait de trahison, pas d'un simple désaccord. Elle évoquait la contrainte, peut-être le chantage, et elle était adressée à Lavinia, cela semblait évident. Miss Marple jeta un regard vers la fenêtre, où les roses du jardin inclinaient la tête sous le vent. Parmi les suspects restants, plus d'un avait quelque chose à cacher, mais une seule personne, soupçonnait-elle, avait été assez désespérée pour agir avant que cette lettre ne soit lue ou partagée, car les secrets, après tout, étaient une forme de monnaie, et Lavinia Fullerton aimait les dépenser sans compter. Miss Marple avait toujours pensé que les vraies révélations ne surgissaient que rarement dans les salons ou les interrogatoires officiels. Elles arrivaient bien plus souvent dans les espaces tranquilles, sous les arches, près des haies fleuries, ou comme ce matin gris, près du mur couvert de lichen du cimetière de Saint Mildred. Elle cueillait des myosotis près du portail arrière, lorsque les voix reconnaissables de Béatrice Langley et du docteur Howard Green lui parvinrent, basses, pressées, et involontairement sans défense. « Elle a dit qu'elle le dirait à tout le monde, » disait Béatrice. « Elle disait que le passé finissait toujours par nous rattraper, peu importe jusqu'où on fuit. » La réponse du docteur Green claqua, tendue. Elle n'en aurait pas eu le cran. Elle savait ce que ça signifiait, pour nous deux. Elle en avait, du cran. C'était le don de Lavinia, répliqua Béatrice avec amertume. Elle l'a gardée comme une lame dans mon dos. Cette lettre, j'aurais dû la détruire. Miss Marple ne bougea pas.
On ne s'est jamais servi de celle-ci, insista Madame Rudge. C'est ça qui est bizarre. Je ne l'avais jamais vue avant aujourd'hui. Je l'ai trouvée tout au fond de l'étagère. Quelqu'un aurait-il pu la placer là récemment? Demanda Cray. Elle cligna des yeux. Peut-être, mais qui ferait une chose pareille? Miss Marple fit courir ses doigts sur la boîte, au fini, lisse. L'étiquette était neuve, les bords nets, le sceau brisé depuis peu. Un leurre, pensa-t-elle, ou une diversion. Quelqu'un voulait qu'on trouve du poison, mais sans pouvoir remonter jusqu'à lui. C'était une habile manipulation, suffisante pour semer le doute, pas assez pour accuser. Et dans sa longue expérience, Miss Marple le savait. Les faux-semblants font toujours le plus de bruit juste avant que la vérité n'apparaisse. Madame Rudge n'était pas une commère, ce qui faisait d'elle, aux yeux de Miss Marple, l'une des sources les plus fiables de Nethercompton. Ce fut au détour d'une conversation paisible, entre tasses de thé et serviettes de dentelle, que la domestique, un peu distraite, laissa échapper une remarque. « C'est curieux, mademoiselle, » dit-elle en remuant lentement son thé. « Mademoiselle Vera venait presque tous les jours, vous savez. Et puis, plus depuis cette histoire désagréable. » Miss Marple cligna des yeux, l'air innocent. « Une histoire désagréable ?» Madame Rudge pinça les lèvres. « Oh, je ne devrais pas en parler. » Miss Marple lui sourit doucement. « Bien sûr que non, ma chère. Mais parfois, retourner une manche est le seul moyen d'en lisser les plis. » Madame Rudge soupira. Il y avait un homme. Il venait de temps en temps. Un ami de M. Edmond, je crois. Madame Lavinia n'aimait pas ça. Elle trouvait que Vera se comportait de façon inappropriée. Était-il marié? Oh oui, c'était là tout le problème. Madame Lavinia a fait tout un scandale. Elle a dit à Vera qu'elle détruirait sa réputation si elle recommençait. Miss Marple hocha lentement la tête. Une compagne disgraciée, un visiteur compromettant, et la menace d'un scandale, des mobiles puissants, même des années plus tard. Les blessures anciennes ne se referment pas toujours. Certaines s'infectent, cachées sous des gants et de bonnes manières, jusqu'au jour où elles éclatent. La mémoire collective du village était sélective mais tenace, surtout pour les histoires murmurées au-dessus des clôtures. Et à Nethercompton, peu de récits avaient circulé aussi loin, ou aussi discrètement, que celui entourant les années de Béatrice Langlais en Inde. Miss Marple en entendit parler en achetant du lemon curd chez Madame Frobisher, qui se pencha vers elle, le regard conspirateur. « Vous savez ce qu'on dit sur Mademoiselle Langlais, n'est-ce pas? » J'essaie de ne pas écouter, mais les gens sont très insistants, répondit Miss Marple avec un petit sourire. On raconte qu'elle a été mêlée à un scandale. Quand elle était dame de compagnie d'une famille haut placée à Calcutta, une servante, une jeune indigène, a été retrouvée morte, empoisonnée. Rien n'a jamais été prouvé, bien sûr. « Quelle horreur !» dit Miss Marple tout bas. « Et Madame Fullerton était au courant? Oh, tous ceux qui ont vécu là-bas le savaient. Mais Lavinia, c'était le genre à garder ce genre de choses dans sa manche pour les ressortir au bon moment. » Miss Marple médita sur cela. Une mort par poison, un vieux scandale réduit au silence, et une amitié fondée non sur l'affection, mais sur la connaissance mutuelle et le chantage potentiel. Elle avait déjà vu cela, le passé, dormant depuis longtemps, se réveillant non dans un cri, mais dans un murmure, juste assez fort pour tuer. Dans le bureau de Lavinia, Miss Marple découvrit un fragment de papier crème, coincé entre des découpages de mots croisés et des reçus domestiques. Les bords en étaient irréguliers, arrachés à la hâte. Il ne restait que quelques lignes, mais elles suffisaient.
Jamais cru que tu l'utiliserais contre moi. La trahison est impardonnable. Tu ne me laisses pas le choix. Pas de formule de politesse, pas de signature, mais une écriture soignée, en boucle, peut-être féminine, ou celle d'un homme éduqué. L'encre d'un violet délicat évoquait un style aujourd'hui désuet. Miss Marple relut le billet 2 fois, puis le posa à côté de sa tasse. L'inspecteur Cray écarta la note d'un revers de la main. Ça ne veut rien dire. Dispute familiale, menaces en l'air. Les menaces ne sont jamais en l'air quand elles viennent de quelqu'un qui sait qu'il est acculé, répondit Miss Marple paisiblement. La lettre évoquait une trahison, pas un simple désaccord. Elle impliquait de la contrainte, peut-être du chantage, et elle s'adressait très probablement à Lavinia. Miss Marple jeta un œil par la fenêtre, où les roses du jardin s'inclinaient dans le vent. Plusieurs suspects avaient des choses à cacher. Mais un seul, soupçonnait-elle, avait été assez désespéré pour agir avant que cette lettre ne soit lue à voix haute ou partagée. Car les secrets, après tout, étaient une monnaie d'échange, et Lavinia Fullerton avait toujours eu le goût de les dépenser sans retenue. Miss Marple avait toujours pensé que les vraies révélations ne surgissaient pas dans les salons ou lors d'interrogatoires déformels. Elles naissaient dans les espaces calmes, sous les porches, au détour d'une haie, ou, comme ce matin gris, près du vieux mur couvert de lichen du cimetière de Sainte-Mildred. Elle cueillait des myosotis près du portail arrière, lorsque les voix de Béatrice Langlais et du docteur Howard Green lui parvinrent, basses, tendues et inconscientes d'être entendues. Elle ne savait pas que c'était ton enfant, Howard, disait Béatrice après un silence. Elle croyait que c'était le mien. Mais si elle avait deviné, elle ne l'a pas fait, la coupa-t-il. Et maintenant, elle ne le saura jamais. Que ça reste enterré. Ils s'éloignèrent, leur voix emportée par le vent. Miss Marple resta immobile un moment, puis reprit lentement sa marche. Alors, un enfant, autrefois, né hors mariage, abandonné ou dissimulé, un secret que Lavinia avait visiblement découvert et menacé de dévoiler. De quoi nourrir la honte, peut-être même la vengeance, mais un mobile de meurtre, l'esprit de Miss Marple, si souvent sous-estimé, commença silencieusement à réagencer ses pièces. Et comme toujours, l'image qui émergeait n'était pas tout à fait celle que les autres croyaient voir. La révélation sur Béatrice et le docteur Green était éclairante. Un vieux scandale, une vulnérabilité partagée, et le plaisir cruel de Lavinia à manipuler les secrets comme des ficelles de marionnettes. Mais Miss Marple sentait sous tout cela un malaise persistant. Quelque chose manquait. Oui, tous deux avaient des raisons de détester Lavinia. Mais le poison n'était pas l'arme de l'impulsif, c'était celle des calculateurs, des méthodiques, des lecteurs, de ceux qui comprenaient les procédés, et y avaient taxé. Le docteur Green avait certes le cyanure sous clé, mais un homme dans sa position n'aurait jamais risqué un lien aussi évident. Et Béatrice, fière, aigrie, peut-être désespérée, n'était pas, pensait Miss Marple, impitoyable. Elle semblait plus hantée que vengeresse. Plus importante encore, le meurtre était trop ingénieux. Ingénieux à la manière d'un roman. Miss Marple fronça les sourcils. Son esprit revint à Vera, douce, discrète, effacée. Une femme qui, jadis, lisait des romans à voix haute à Lavinia le soir, une compagne dont l'univers avait été façonné par la fiction et les chapitres murmurés. Vera n'avait pas perdu son sang-froid, elle l'avait simulé. Son chagrin avait été le plus étudié de tous, et il y avait eu ce moment étrange, la cuillère. Miss Marple fit demi-tour vers son jardin, la brise soulevant son châle.
Il y avait quelque chose là, quelque chose qu'elle avait vu, sans encore le comprendre. Mais elle comprendrait. Elle comprenait toujours. Cet après-midi-là, son ouvrage abandonné à côté d'elle, Miss Marple resta assise en silence près de la fenêtre du salon, laissant son esprit revenir à ce moment étrange, le plateau à thé, le faux pas, les tasses déplacées. Cela avait semblé anodin sur le moment. Madame Rudge avait trébuché légèrement sur une pierre disjointe. Le plateau d'argent avait tangué, les tasses avaient cliqueté. L'une d'elles avait même versé quelques gouttes sur la nappe. On avait remis le tout en ordre dans un balai de main courtoise. Mais à cet instant précis, Miss Marple avait vu Vera faire tomber sa cuillère. Pas de manière spectaculaire, ni même inattendue, juste un petit mouvement du poignet et un discret « Oh, zut !» Elle n'avait pas repris sa propre cuillère, mais en avait choisi une sur le plateau, précisément celle placée près de la tasse habituelle de Lavinia. À l'époque, Miss Marple avait mis cela sur le compte du souci du détail, mais maintenant, le moment, l'expression, la précision, avait-elle fait en sorte que Lavinia reçoive une cuillère particulière, une cuillère préparée à l'avance, une solution élégante, si le poison n'était pas dans le thé, mais sur la cuillère, mélangé à un liquide chaud pour se dissoudre lentement, invisiblement. Cela expliquerait l'absence de résidus dans la tasse, l'absence d'odeur dans la théière, les contradictions déconcertantes des indices. Les lèvres de Miss Marple se pincèrent. Une cuillère empoisonnée, un plateau renversé, et quelqu'un qui avait lu assez de romans policiers pour exécuter le crime parfait. Ou presque. Elle se leva, les genoux raides, et se dirigea vers la cuisine. Elle avait une idée. Il était temps d'inspecter ses propres cuillères. Certaines phrases, des remarques en passant, des pensées jetées, s'installent dans l'esprit comme des graines, attendant le moment propice pour germer. En taillant son chèvrefeuille, Miss Marple se rappela une remarque que Lavinia Fullerton avait faite des mois plus tôt, pendant la kermesse de l'église. Elles tenaient ensemble le stand des objets d'occasion, triant un bric-à-brac de dons. Quelqu'un avait apporté une pile de vieux romans policiers, jaunis, usés, chéris. Les gens manquent d'imagination en matière de meurtre, avait dit Lavinia, en ricanant, tenant un exemplaire de Le Cordial pourpre. C'est toujours de la strychnine dans un verre ou de l'arsenic dans un gâteau. Personne ne pense jamais à la cuillère. Miss Marple avait ri poliment à l'époque. Mais à présent, après ce mystérieux échange de cuillères par Vera, ces mots revenaient avec une netteté glaçante. Ce n'était pas une remarque anodine, c'était un indice, un sourire en coin d'une femme qui avait passé sa vie à détenir les secrets des autres dans ses mains gantées. Miss Marple posa son sécateur et rentra dans la maison. Lavinia avait parlé à la mauvaise personne, et elle en avait payé le prix, non pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle aurait pu révéler. Il était temps d'inspecter le tiroir à couverts. La maison Fullerton avait déjà entamé sa lente métamorphose. La mort ne laissait pas que du silence, mais aussi des formalités. Le notaire était passé, le testament en cours d'examen, et le personnel rangeait soigneusement les affaires de Lavinia dans des boîtes étiquetées. Miss Marple arriva avec un plateau de sablé pour Madame Rudge et une question douce sur l'argenterie des grandes occasions. La domestique, reconnaissante de la visite, la conduisit au placard du garde-manger et souleva un coffret doublé de velours. « On ne les sortait que pour les invités, vous comprenez ?» dit-elle, en révélant un service modeste, mais bien entretenu de petites cuillères en métal argenté, brillantes comme des miroirs. Miss Marple les examina une à une, retournant chaque cuillère entre ses doigts gantés. Elles semblaient toutes identiques
jusqu'à la 6e. Là, juste à la jonction entre le manche et le cuilleron, une légère irrégularité attira son attention. Ce n'était pas un défaut du métal, mais plutôt une résistance au passage de son ongle. Elle se pencha, les yeux plissés. Un léger film trouble, subtil, presque invisible. Elle plongea la cuillère dans un bol d'eau tiède et observa de minuscules bulles se former à la surface, accompagnées d'une faible odeur amère, âcre, inimitable, du cyanure. Mais il n'avait pas été versé ni saupoudré. Il avait été laqué, intégré, conçu pour se libérer lentement, au contact du thé chaud, ingénieux, subtil, précis. Miss Marple reposa délicatement la cuillère dans son écrin de velours et referma le coffret avec soin. Elle comprenait à présent. Ce n'était pas un crime de rage ou de panique. C'était une histoire, un récit soigneusement construit, écrit non à l'encre mais avec malveillance. Un procédé qui ne pouvait venir que de quelqu'un qui avait lu beaucoup de romans policiers, sans jamais être soupçonné d'en imaginer un jour leur propre scénario. Et Miss Marple savait désormais exactement qui avait écrit le dernier chapitre. Alors qu'elle rentrait chez elle, empruntant les ruelles sinueuses du village, les dernières pièces du puzzle s'emboîtèrent avec précision dans son esprit. Le génie du procédé résidait dans sa plausible négation. Empoisonner le thé lui-même aurait été absurde, trop de variables, trop de risques de victimes collatérales. Mais une cuillère spécifique, préparée à l'avance et glissée discrètement au bon moment. Cela exigeait savoir-faire, timing et une intention calculée. La chute du plateau n'avait rien d'un accident. Miss Marple en était à présent convaincue. Vera l'avait provoqué. Juste assez de désordre pour permettre un léger remaniement des tasses et des cuillères. Juste assez pour masquer son tour de main discret. Et si le plateau n'était pas tombé, si personne n'était intervenu, elle aurait trouvé un moyen, pensa Miss Marple, car Vera avait compté sur le fait que Lavinia prenne sa tasse habituelle, celle la plus proche de sa place, celle qui allait, par habitude, avec une cuillère particulière. Elle n'avait eu qu'à s'assurer que cette cuillère soit celle qu'elle avait préparée. Mais lorsque le plateau avait basculé, Vera avait dû réagir rapidement. Elle avait laissé tomber sa propre cuillère, volontairement, puis avait récupéré celle, laquée, du plateau, la glissant subtilement vers la tasse de Lavinia, pendant que l'on remettait le service en ordre. Le poison, activé par la chaleur, s'était dissous dans la boisson, silencieusement, invisiblement. Nul besoin de violence, pas de confrontation, juste un sourire, un remuement et une tasse de Darjeeling offerte avec toute la civilité du monde. Et en quelques minutes, Lavinia Fullerton était morte, sans jamais se douter que l'arme du crime reposait parmi sa propre argenterie. Miss Marple pénétra dans son jardin, l'arôme du romarin porté par la brise. Il ne restait plus qu'une chose à faire, réunir les suspects et révéler la vérité. Ce fut dans le salon du presbytère que se joua la scène finale, bien que nul invité ne s'en doutât en arrivant. Miss Marple avait envoyé de délicates invitations couleur crème. Une réunion discrète pour honorer la mémoire de la chère Madame Fullerton, avec thé et rafraîchissement léger. Une invitation impossible à refuser, surtout dans un village où décliner une telle chose aurait été presque vu comme un crime en soi. Et ils vinrent, Edmund Fullerton, les joues creuses et les doigts agités. Vera Calthorpe, composée mais pâle. Le docteur Green, impassible et professionnel. Béatrice Langley, toujours aussi gracieuse, bien qu'un soupçon de méfiance voile ses traits. Et le révérend Phelps, fidèle observateur silencieux. Miss Marple, vêtue de sa plus belle robe lavande, servit le thé elle-même. « Les commémorations, dit-elle doucement.
sont autant pour les vivants que pour les morts. Et Lavinia, eh bien, c'était une femme complexe, vive d'esprit, mais la langue encore plus acérée. Des hochements polis, quelques murmures d'assentiment. Elle a aimé les énigmes, n'est-ce pas? Poursuivit Miss Marple. Les secrets, les devinettes. Mais au final, il semble que ce soit une énigme qui ait causé sa perte. Le silence tomba sur la pièce. Edmund se tortilla. « Vous parlez du poison ?» Miss Marple sourit. « En effet, mais pas comme on pourrait le croire. » Elle balaya la pièce du regard, calme, implacable. Il m'a semblé juste que, avant d'inhumer Lavinia, on enterre aussi les mensonges. Un léger tintement de porcelaine résonna alors qu'une tasse était posée. Miss Marple croisa ses mains. Ce n'était pas le thé, ni les gâteaux. C'était quelque chose de bien plus simple, et en un sens, bien plus élégant. Elle se pencha légèrement, l'ourlet de sa manche, frôlant le napperon de dentelle sous la théière. Le médecin légiste n'a trouvé aucune trace de poison dans la théière, dit-elle doucement. Ni dans les biscuits, ni dans les gâteaux, ni même dans la tasse de Lavinia. Un mystère, n'est-ce pas? Et pourtant, elle est bien morte d'un empoisonnement au cyanure, comme l'a confirmé le docteur Green. Un court silence, puis un hochement de tête du médecin. Miss Marple poursuivit. Il ne restait alors qu'une seule possibilité. Le vecteur du poison n'était ni la tasse, ni son contenu, mais la cuillère. Des regards étonnés. Le docteur Green fronça les sourcils. « La cuillère, vraiment ?»« Oui ?» acquiesça Miss Marple. « Une cuillère en métal argenté, une seule parmi plusieurs. Mais celle-là avait été enduite, très soigneusement, d'une fine couche de cyanure mélangée à un vernis ou à une colle pour retarder toute détection. En remuant le thé chaud, le poison s'est lentement dissous. Aucun résidu, aucune odeur, rien de visible à l'œil nu. » Et elle tourna alors son regard vers Vera. « Vous lisiez des romans policiers à haute voix pour Lavinia, n'est-ce pas, mademoiselle Calthorpe? Vous saviez parfaitement comment un tel meurtre pouvait être exécuté, et plus encore, comment il pouvait passer inaperçu. » Le visage de Vera resta impassible, mais sa tasse de thé demeura intacte. « C'est une histoire que Lavinia elle-même m'a racontée un jour, » ajouta Miss Marple. Elle a dit « Personne ne soupçonne jamais la cuillère à thé. » Désormais, la pièce était plongée dans un silence absolu. Entre de bonnes mains, la fiction devient une arme, ou du moins, dit-elle plus bas, un plan. Miss Marple se redressa dans son fauteuil. Un plan qui, j'ose le dire, n'était jamais censé être découvert. Mais bien sûr, il l'avait été. Car ce sont toujours les plus petits détails, ceux que personne ne remarque, que Miss Marple ne manque jamais. Elle but une gorgée de thé, avec la patience polie d'une vieille dame qui avait tout son temps, avant de poursuivre. La clé, c'était ce moment que beaucoup ont ignoré, le plateau renversé. Le docteur Green leva les yeux. La chute de Madame Rudge? En effet, répondit Miss Marple. Un petit incident, vite oublié. Mais il a offert une parfaite diversion, une opportunité pour quelqu'un de modifier l'ordre des tasses, ou, plus importante encore, des cuillères. Elle tourna de nouveau son regard vers Vera, sa voix toujours douce, mais inflexible. « Vous avez laissé tomber votre propre cuillère, n'est-ce pas? Juste après que le plateau a vacillé, un petit bruit métallique discret. Vous avez joué la surprise, légèrement confuse. Mais au lieu de reprendre votre cuillère, vous avez pris celle du plateau, celle destinée à la tasse de Lavinia. La voix de Vera, lorsqu'elle parvint, était basse. Vous ne pouvez pas... » Miss Marple l'interrompit doucement. « Je vous ai vu, ma chère. » À ce moment-là,
Cela ne signifiait rien. Mais l'instant a pris tout son sens, lorsque plus rien d'autre ne cadrait. Elle s'adressa alors à la pièce entière. Il était impossible d'empoisonner tout le groupe sans éveiller les soupçons. Impossible aussi de s'assurer que Lavinia prenne une tasse en particulier, sauf si l'on trafiquait quelque chose qu'elle utilisait toujours. Et Lavinia, comme nous le savons tous, était une femme d'habitude. Sa place habituelle, sa tasse habituelle, et oui, sa cuillère habituelle. Elle a changé son testament, murmura Edmund. Oui, répondit Miss Marple, et ce changement menaçait quelqu'un à qui l'on avait autrefois promis autre chose. Elle marqua une pause, posa sa tasse. Tous les invités présents à ce thé avaient un mobile. Mais une seule personne possédait le savoir, le sang-froid, et l'occasion de mettre en œuvre un plan aussi précis. Son regard revint vers Vera. Et une seule savait exactement où remuer. Miss Marple se tourna entièrement vers Vera, son expression douce mais inébranlable. « Vous avez été la plus proche confidente de Lavinia, dit-elle. Vous lui lisiez des romans le soir, vous discutiez de leurs intrigues le matin. Vous connaissiez votre fiction criminelle, et vous connaissiez Lavinia mieux que quiconque, ici. Mieux que quiconque, vous aviez le savoir et l'accès pour commettre un meurtre aussi élégamment dissimulé. » Les lèvres de Vera s'entr'ouvrirent, comme pour protester, mais Miss Marple poursuivit. Seule une personne versée à la fois dans les poisons et dans la littérature aurait pu concevoir un tel procédé. Une cuillère laquée au cyanure, rarement utilisée dans la réalité, mais un concept brillant, tout droit, tiré de la fiction. Un silence tendu suspendit la pièce. « Elle vous faisait confiance, Vera, » dit Miss Marple avec douceur. « Même après vous avoir renvoyé, Lavinia vous a invité à ce thé. Elle ne vous croyait pas capable de cruauté. Mais vous étiez en train de répéter votre propre histoire depuis longtemps. »« Je n'ai jamais... » commença Vera, mais sa voix trembla. « Vous l'avez fait, » dit Miss Marple, presque gentiment. « Et vous l'avez fait avec précision. Mais même dans les romans, le plus petit oubli peut faire s'effondrer les plans les mieux conçus. » Le docteur Green se redressa légèrement. « Vous dites que le meurtre était prémédité, conçu depuis le départ. » Miss Marple hocha la tête. « Prémédité et exécuté avec l'élégance d'un romancier. » Et ce fut là, en fin de compte, l'erreur de Vera. Pas le poison, ni l'acte, mais l'arrogance de croire que la fiction resterait fiction, et que personne, surtout pas une vieille dame tranquille de Seine, Mary Mead, ne ferait jamais la différence entre raconter une histoire et commettre un meurtre. « Mais pourquoi ?» s'exclama soudain Edmund. « Elle n'avait aucune raison, aucune. » Miss Marple se tourna vers lui avec une clarté calme et patiente. « Au contraire, Monsieur Fullerton, le mobile était à la fois personnel et financier. Lavinia avait récemment décidé de modifier son testament, n'est-ce pas? Elle avait annoncé clairement que certaines personnes ne recevraient plus rien. » Edmund baissa les yeux, la mâchoire contractée. « Oui, elle menaçait de me déshériter. Elle menaçait aussi de rayer Vera de la succession, » ajouta Miss Marple, regardant la femme pâle en face d'elle. Ce n'était pas seulement une question de fierté ou de rancune. C'était une question de secret, de ce que Lavinia avait découvert, quelque chose que Vera espérait depuis longtemps oublier. Elle marqua une pause. Je parle, bien sûr, de la liaison. Les yeux de Vera se tournèrent vers Edmund, dont le visage se figea. Lavinia avait découvert que, durant votre temps en tant que dame de compagnie, Vera, vous aviez entretenu une relation amoureuse avec son beau-fils. Une relation scandaleuse, surtout compte tenu de votre différence de statut,
et du fait qu'Edmond était, à l'époque, marié. Edmond se redressa à moitié dans son fauteuil. Ce n'est pas. Elle possédait des lettres, poursuivit calmement Miss Marple, des lettres privées, celles-là même que Vera a brûlées plus tard. La voix de Vera n'était plus qu'un souffle. Elle a dit qu'elle me détruirait. Elle a dit beaucoup de choses, répondit Miss Marple. Mais cette fois-ci, elle le pensait. Vous n'étiez plus sa compagne, vous n'étiez plus protégée, et elle n'avait plus besoin de discrétion. Un souffle coupé brisa le silence. Vera a agi par peur, peur d'être exposée, peur de retomber dans la misère, mais peut-être surtout peur de redevenir invisible, comme elle l'avait été avant que Lavinia ne la sorte de l'oubli. Miss Marple balaya la pièce du regard. Et ainsi, n'ayant plus personne pour la protéger, elle a saisi la seule chose qu'elle contrôlait encore, sa faim. Miss Marple croisa doucement les mains sur ses genoux et prononça la dernière ligne de sa déduction avec la précision calme de quelqu'un qui place le dernier point sur une tapisserie. Il y a eu un moment, un tout petit moment, qui m'a tout confirmé. Vera restait immobile, sa tasse toujours intacte devant elle. C'était juste avant que le thé ne soit servi, dit Miss Marple. Vous vous êtes approché du plateau, comme tous les invités. Mais vous y êtes resté un instant de plus que les autres. Votre main a hésité au-dessus du tiroir, juste à côté du plateau, celui où sont rangées les cuillères. Je ne m'en souviens pas, murmura Vera. Mais moi, si, répondit doucement Miss Marple. Je me souviens toujours. Sa voix s'adoucit. Encore. Vous avez regardé dans le tiroir, juste un instant. Puis vous vous êtes tourné vers le plateau. Quand le plateau a vacillé, accidentellement ou non, vous avez laissé tomber votre propre cuillère. Je crois que c'était volontaire. Le visage de Vera s'était figé. Vous en avez alors pris une autre sur le plateau, d'un geste qui semblait anodin. Mais ce n'était pas un hasard, n'est-ce pas? Cette cuillère avait été placée là à l'avance, la seule que vous aviez préparée. Vous vous êtes assuré que Lavinia l'utiliserait, en comptant sur ses habitudes, sur sa place habituelle, sa tasse habituelle, et oui, sa cuillère habituelle. Vous ne pouviez pas être certaine du thé, mais du couvert, si. Aucune réponse immédiate. Mais votre erreur, ajouta Miss Marple, a été de croire que personne n'avait vu. Vous pensiez qu'une vieille dame assise dans un coin du jardin ne remarquerait pas votre regard, mais je l'ai vu. Car à Saint Mary Mead, un meurtre ne commence jamais par un cri, il commence par un regard. Elle reposa calmement sa tasse, et une fois ce regard aperçu, il ne me restait qu'à suivre les remous. Le silence dans le salon du presbytère était total. Puis Vera expira, un souffle tremblant, irrégulier. Ses mains, si soigneusement posées jusque-là, se refermèrent lentement sur elle-même. « Je voulais seulement lui faire peur, » dit-elle, la voix écorchée. La rendre malade, lui montrer qu'elle n'était pas intouchable. La voix de Miss Marple était douce, mais ferme. Mais le poison n'est pas une leçon, c'est une fin. Elle avait dit qu'elle le dirait à tout le monde, que je n'étais qu'une intrigante, que je n'avais pas ma place dans une société respectable. Et vous l'avez cru. Elle tenait toujours parole, dit Vera amèrement. L'inspecteur Cray, resté silencieux jusqu'à présent, fit un pas en avant. Il n'eut pas besoin de menottes. La vérité avait enchaîné Vera bien avant que la loi ne le fasse. Alors qu'on l'emmenait doucement, Miss Marple resta assise, le regard posé sur les tasses à moitié vides devant elle. Les empoisonneurs crient rarement. Ils remuent. Et Vera, comme tant d'autres avant elle, avait remué une tasse de trop. Vera fut placée en garde à vue, sans cri ni effusion, mais avec une gravité solennelle,
reflet parfait de la nature de son crime. L'inspecteur Cray lut les chefs d'accusation d'un ton mesuré, bien que le poids du moment pesât clairement sur ses épaules. « Vous saviez, » dit-il doucement à Miss Marple, une fois Vera emmenée. « Avant l'autopsie, avant les résultats du laboratoire, vous l'avez vu dans ses yeux. » Miss Marple incline légèrement la tête. « Je l'ai vu dans ses mains, inspecteur. » La façon dont elle planait, jamais tremblante, toujours maîtrisée. Et ce regard vers le tiroir à couvert. On n'a pas besoin d'empreintes digitales quand les gens vous disent tout avec leur corps. Il secoua lentement la tête, non pas dans l'incrédulité, mais avec un début d'admiration. C'est rare, un détective qui résout un meurtre sans jamais franchir la porte d'un médecin légiste. « Oh, je ne résous pas les meurtres, mon cher. Je remarque simplement ce que les autres oublient. » Elle esquissa un léger sourire. Et je n'ai encore jamais vu de mystère qui ne commence à se défaire par les bords, quand on sait où regarder. Les autres quittèrent la pièce en silence. Le salon retrouva son calme. Ce n'avait pas été un crime bruyant, ni désespéré. Mais il avait été glacial dans sa précision. Et pourtant, Miss Marple l'avait percé à jour, non par la force ou la confrontation, mais par un regard attentif, une parole posée, et l'esprit le plus acéré de St. Mary Mead. Le lendemain, Edmund Fullerton se tenait seul dans le jardin, sa valise à ses pieds, la brume matinale s'enroulant autour du chemin de gravier. Il avait été totalement disculpé. Miss Marple avait parlé en sa faveur auprès de l'inspecteur Cray. Ses allées et venues avaient été vérifiées, sa confusion jugée sincère. Mais à Nethercompton, être innocent ne signifie pas nécessairement être blanchi aux yeux de tous. Le testament modifié lui laissait une rente modeste, de quoi vivre, mais bien loin de l'héritage qu'il espérait. Lavinia avait changé d'avis trop tard pour le déshériter formellement, mais trop tôt pour lui pardonner. Il s'arrêta devant le portail de Miss Marple, ôta son chapeau avec un sourire contraint. « Vous aviez raison sur toute la ligne, » dit-il doucement. « Non, monsieur Fullerton, » répondit-elle gentiment, « seulement sur la nature humaine. » Il hésita. « Pensez-vous que j'aurais pu l'arrêter ?» Miss Marple réfléchit un instant. « Peut-être, mais la culpabilité ne vient pas toujours de nos actes. Parfois, elle naît de notre silence. » Il hocha la tête et s'éloigna, portant le poids de la honte, plus lourdement que la moindre de ses valises. Miss Marple le regarda partir, sans dureté, mais avec cette compréhension tranquille que toutes les punitions ne viennent pas de la justice. Certaines se glissent dans les murmures, dans les regards, dans ce qu'on ne dit pas autour d'une tasse de thé. Béatrice Langlais et le docteur Green ne reparlèrent jamais de leur conversation chuchotée, ni entre eux, ni à quiconque. Le scandale en Inde, l'enfant, la longue ombre de la honte passée, tout cela resta là où cela avait toujours été, caché sous des couches de retenue et de réserve, toutes britanniques. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une tendresse s'était glissée dans leur voix, une pause partagée dans leurs regards. Ce n'était pas de l'amour, peut-être, mais une alliance discrète, née de la survie et de la peur d'être exposée. Miss Marple le remarqua, bien sûr. Elle remarquait toujours ce genre de choses. Ce n'était pas exactement la justice, mais parfois, pensait-elle, préserver la dignité demandait une part de discrétion. Après tout, toutes les vérités ne méritent pas d'être dites à haute voix, surtout lorsque le silence peut encore protéger. 3 jours plus tard, Madame Rudge remit sa démission. « J'en ai eu assez des plateaux et des tasses de thé pour toute une vie, » dit-elle à Miss Marple avec un sourire fatigué. Elle ne fut ni renvoyée ni disgraciée. Le notaire de Lavinia
veilla à ce qu'elle reçoive une pension convenable, et le village se rassembla simplement pour lui dire au revoir avec des remerciements et un gâteau éponge. « Je pense aller chez ma nièce à Torquay, dit-elle, l'air marin et plus une seule cuillère à faire briller. » Miss Marple l'accompagna jusqu'à la voiture, glissant un petit bouquet de roses entre ses mains. « Vous avez été fidèle, dit-elle, et bonne, et cela compte au bout du compte. » Madame Rudge essuya une larme. « Ce n'était pas toujours facile, mademoiselle, mais j'ai fait de mon mieux. » « Et ça, répondit Miss Marple avec douceur, c'est plus que ce que la plupart peuvent affirmer. » La voiture s'éloigna, et un autre chapitre se referma doucement à Nethercompton. Ce soir-là, Miss Marple s'assit près de la fenêtre de son salon, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement, tandis que Florence époussetait le buffet. « Une drôle d'histoire, tout de même, » dit Florence. « Pensez que c'était Vera, si polie, si douce. » Miss Marple hocha la tête. Ce sont toujours les plus calmes. Elle n'a même pas haussé le ton quand on a lu le testament. Elle a juste bu son thé, comme si de rien n'était. Le sourire de Miss Marple fut léger, presque pensif. Les empoisonneurs ne crient jamais, Florence. Ils ne frappent pas, ne brident pas de porte. Ils remuent. Florence cligna des yeux. Remuant ? Oui, répondit Miss Marple, les yeux perdus vers l'horizon. Ils remuent le sucrier. Ils remuent le thé. Ils remuent l'air autour d'eux, si doucement, jusqu'à ce que quelqu'un, simplement, cesse de respirer. Florence ne dit rien, et le silence qui suivit ne fut pas gênant, mais respectueux. Certains dangers arrivent comme la foudre, d'autres chuchotent leur venue, tout aussi mortels, mais bien plus difficiles à voir. Ce printemps-là arriva plus tôt que prévu, à St. Mary Mead. Les roses fleurirent avec plus de force que les années précédentes, et le jardin bourdonna de vie. Miss Marple reprit ses habitudes, soigner, tailler, observer. Elle ne pensait plus très souvent à Vera Calthorpe ou à la cuillère empoisonnée. Les mystères, une fois résolus, se rangent comme des puzzles terminés. Mais de temps en sirotant son thé ou en démêlant sa pelote de laine, elle jetait un regard à la cuillère dans sa tasse et souriait doucement. Il y avait toujours des énigmes dans la vie, et elle, après tout, avait un certain talent pour les résoudre. Même dans les recoins les plus paisibles de la campagne anglaise, le danger trouve toujours un chemin, non par les cris ou les lames, mais par les regards en coin, les menaces murmurées, et le tintement discret d'une cuillère d'argent dans une tasse. Dans cette affaire, la justice n'a pas été rendue par des empreintes ou de grandes confessions, mais par la certitude tranquille d'une femme, que la nature humaine, lorsqu'on l'observe de près, finit toujours par révéler la vérité. Miss Marple nous rappelle que sous chaque sourire poli peut se cacher une tempête de peur, d'envie ou de désespoir. Vera n'a pas tué uniquement pour l'argent. Elle a tué pour reprendre le contrôle, pour sauver sa dignité, pour s'emparer du pouvoir qu'elle n'avait jamais eu. Et pourtant, c'est ce même besoin de contrôle qui l'a perdu. Car au fond, les crimes les plus meurtriers sont souvent les plus délicats. Mais voici la vraie question pour vous, chers auditeurs. Et si le plateau n'avait pas vacillé? Et si la cuillère empoisonnée avait atterri dans la tasse de quelqu'un d'autre? Vera aurait-elle arrêté son plan? Ou aurait-elle laissé un innocent mourir pour préserver son secret? J'aimerais beaucoup lire vos avis. Pensez-vous que Vera ait réellement voulu s'arrêter avant l'irréparable? Ou que son destin était scellé dès l'instant où elle a ouvert ce tiroir à couverts? Dites-le-moi en commentaire. Je suis sincèrement curieuse de lire vos théories. Si cette énigme vous a plu,
Je vous invite à vous abonner pour découvrir d'autres histoires du même genre, remplies de suspense, d'indices subtils et de retournements à la Miss Marple. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime les enquêtes intelligentes et les crimes feutrés, partagez-lui cette histoire. Elle pourrait bien être l'indice qu'il ne savait pas qu'il cherchait. À bientôt, et restez vigilants. Même le thé le plus délicat peut cacher, sous sa dentelle, quelque chose de beaucoup plus sombre.